En 1300 avant Jésus-Christ, le pharaon Séti et ses hommes tiennent une réunion pour discuter d'une invasion imminente. Le pharaon demande à la grande prêtresse d'utiliser ses pouvoirs de divination pour voir l'avenir, et la prêtresse tue un canard sur la table rituelle pour utiliser ses organes. La prophétie qui en résulte dit qu'une personne sera sauvée lors de la guerre et deviendra bientôt un leader, ce sera soit le général Moïse, soit le prince Ramsès, car ils sont responsables de l'attaque qui renversera les Hittites à Kadesh. Après le rituel, Séti donne à Moïse l'épée du prince, et Ramsès reçoit celle de Moïse, car elle servira de rappel de leur fraternité et de protection mutuelle à tout prix. Ensuite, les jeunes hommes partent à la rencontre des armées, et Ramsès et Moïse montent dans un carrosse différent tandis que les troupes les suivent fidèlement. Arrivés près de Kadesh, Ramsès discute des tactiques avec le commandant, prend le commandement général et organise la répartition des forces pour s'assurer de leur victoire. Pendant ce temps, la communauté des Hittites poursuit ses activités tribales sans déranger personne. Soudain, un soldat hittite en panique s'approche rapidement de leur tribu pour alerter tout le monde de l'arrivée des soldats égyptiens, alors les Hittites se préparent immédiatement pendant que les soldats ramassent leurs armes et leurs boucliers. Arrivés près du territoire des Hittites, Ramsès donne le signal à ses hommes de lancer une attaque. Ils inondent les Hittites de flèches pour viser de nombreux ennemis à la fois, ce qui tue efficacement plusieurs hommes et chevaux en même temps. Une autre vague de flèches est tirée avant que les soldats égyptiens n'avancent, se heurtant aux boucliers humains créés par les Hittites. La rencontre entre les Hittites et les Égyptiens devient rapidement brutale, pleine de morts et de cris partout. Malheureusement, Ramsès tombe de sa monture lorsqu'elle heurte un carrosse arrivant. Un soldat hittite profite de cette occasion pour attaquer Ramsès, mais Moïse utilise une lance pour sauver son ami de la mort. Lorsque la bataille devient impossible à gérer et que la défaite semble imminente, Moïse ordonne à ses hommes de battre en retraite et de ramener Ramsès. Ensuite, Moïse trouve un autre carrosse et le monte alors qu'ils abandonnent Kadesh. En partant, ils laissent encore la plupart de leurs hommes derrière eux, se battant contre les Hittites. Lorsqu'ils arrivent à Memphis, les gens les accueillent avec des acclamations alors qu'ils célèbrent leur retour. Séti convoque Moïse pour recevoir un rapport sur la bataille, et bien que Moïse ne dise pas toute la vérité, il mentionne qu'il a sauvé la vie de Ramsès. Séti remercie Moïse pour son acte et lui dit qu'il est plus capable d'être un bon leader pour le royaume que Ramsès. Ensuite, Séti, Moïse et Ramsès écoutent une conférence pour en savoir plus sur leurs ennemis. Séti interrompt le conférencier et demande à Ramsès de reformuler les enseignements de l'homme, mais Ramsès hausse simplement les épaules. Le prêtre prend le relais et informe le roi de la situation, mentionnant les esclaves à Pithom. Séti décide d'envoyer Ramsès à Pithom pour rencontrer le vice-roi et vérifier ce qui se passe dans la région. Ramsès semble hésitant face aux ordres de son père, mais il n'a pas d'autre choix que d'obéir. Moïse se rend à Pithom et étudie la situation des esclaves, observant de près la gouvernance exercée par le vice-roi. Moïse observe comment les esclaves travaillent à la création de pyramides et d'un château qui donne du réconfort au souverain pour garder le moral pendant son service. Lors de sa rencontre avec le vice-roi Égypte, Moïse remet en question sa gouvernance, la jugeant injuste. Égypte demande des troupes pour maintenir l'ordre et le contrôle sur leurs esclaves, ce à quoi Moïse n'approuve pas, mais Égypte pense que c'est parfaitement efficace. Moïse invite Égypte à rencontrer les gens de près afin qu'ils puissent confirmer que sa philosophie est folle, mais Égypte décline l'idée. Plus tard, Moïse se promène à Pithom pour mieux comprendre la situation des esclaves, observant à quel point les Hébreux travaillent dur pour construire des statues et des bâtiments. Moïse voit également un homme, appelé Josué, être fouetté par un garde, alors il intervient et l'empêche d'être puni. Pour recueillir plus d'informations, Moïse demande à ses hommes de rassembler les anciens, qu'ils soupçonnent de pouvoir causer une rébellion à l'avenir. Pendant qu'il discute avec l'un des esclaves, il rencontre Nain, un ancien avec qui il a une conversation sur la religion et Canaan. Moïse demande à l'un de ses soldats de recueillir les noms de tous les anciens, pensant qu'ils pourraient lui être utiles à l'avenir. Lorsque Moïse s'en va, Josué l'arrête pour lui transmettre un message de Nain l'invitant à le rencontrer à la maison de prière la nuit. Après son retour au palais, Moïse confronte Égypte à propos de ses activités de gestion, exigeant de vérifier les rapports sur les projets et les lois qu'il a mis en place. Étant strict et honnête, Moïse dit à Égypte d'arrêter de vivre et d'agir comme un membre de la royauté, lui rappelant qu'il n'est pas le roi d'Égypte. Le soir venu, Moïse part rencontrer les anciens dans la maison de prière. Nain lui demande s'il peut faire sortir ses gardes avant de commencer à narrer la propre prophétie des Hébreux, en expliquant à Moïse son origine et ses antécédents. Moïse se met en colère en entendant les histoires de Nain et décide de partir. Nain essaie de l'arrêter, alors Moïse ordonne aux autres anciens de quitter la maison de prière pour pouvoir continuer à entendre l'histoire. Nain continue de narrer comment Moïse est arrivé sur le territoire de Memphis et s'est affilié au château royal, donc il a été élevé par la fille du pharaon. Moïse ne croit toujours pas Nain et quitte les lieux, se sentant à la fois irrité et confus quant à son identité. En sortant, des espions de la maison de prière le qualifient de traître, alors Moïse se bat contre eux et les poignarde immédiatement. Pendant ce temps, deux Hébreux écoutent toute la scène et rapportent ce qu'ils ont entendu à Égypte. De retour à Memphis, Moïse est choqué de trouver le pharaon entouré de médecins. Malgré sa maladie actuelle, Séti ordonne à Moïse de présenter son rapport sur Pithom.
Moïse révèle le terrible régime d'esclavage d'Égypte, mais Séthi peut sentir que Moïse a découvert quelque chose de plus qui le dérange toujours. Cependant, Moïse ne partage jamais la vérité. Quelques jours plus tard, Séthi décède et son successeur Ramsès organise la cérémonie funéraire pour envoyer le corps momifié de son père. Ensuite, Ramsès prend le trône de son père. Quelque temps plus tard, alors que Ramsès, Moïse, les conseillers et les généraux discutent des plans du roi, Égypte arrive avec un message important, mais il demande d'abord à être seul avec Ramsès. Ramsès demande à tout le monde de quitter la pièce et Égypte explique ensuite la véritable origine de Moïse à Ramsès. Après le départ d'Égypte, Ramsès et Moïse ont une confrontation au sujet du secret de Moïse. Le roi convoque Bithia, la fille de Séthi, et Myriam, la sœur de sang de Moïse, pour leur demander la vérité, mais elles gardent toutes les deux le secret et jurent que Moïse est le fils de Bithia. Furieux, Ramsès menace de faire du mal à Myriam si Moïse continue de mentir, alors Moïse se rend et avoue enfin la vérité, pour laquelle il est envoyé en prison. La reine conseille à Ramsès de tuer Moïse, mais Ramsès a encore des doutes et décide plutôt d'exiler Moïse. Sur le point de partir, Moïse supplie le garde de lui permettre de parler à Bithia et à Myriam. Maintenant qu'ils sont seuls, Myriam admet enfin que l'histoire est vraie et donne à Moïse le bracelet qu'elle lui a enlevé quand il était enfant pour le protéger. Pendant les jours qui suivent, Moïse lutte pour survivre dans le désert en raison du manque de nourriture et de la chaleur étouffante. Finalement, il retrouve son épée cachée sur le dos d'un cheval, mais lorsque le cheval meurt, Moïse n'a d'autre choix que de mettre fin à ses errances pour décider de la marche à suivre. Alors qu'il se repose, deux ennemis passent à côté et décident de l'attaquer. Ils essaient de le tuer avec leurs épées, mais Moïse est toujours le meilleur guerrier de la région et les bête tous les deux. En prenant les chevaux et les provisions des ennemis, Moïse poursuit son voyage en traversant le désert jusqu'à ce qu'il atteigne la mer Rouge. Il remarque un groupe de femmes qui récupèrent de l'eau que des bergers chassent, exigeant de l'eau pour eux en premier. Moïse intervient immédiatement et leur montre son épée, ce qui fait reculer les hommes et éloigne leurs chèvres de la pompe à eau. Zipporah est très reconnaissante de son aide et invite Moïse à rejoindre leur communauté pour manger et se reposer. Le père de Zipporah interroge Moïse, mais il ne partage pas son histoire ni ses problèmes au cas où. Au départ, Moïse a l'intention de s'arrêter temporairement, mais plus il reste là-bas, plus il l'apprécie. Finalement, Moïse devient lui aussi un berger, et lui et Zipporah entament une relation amoureuse qui aboutit à un mariage. 9 ans plus tard, Ramsès ordonne à ses hommes de construire son tombeau et son palais, et des centaines d'esclaves sont amenés à Memphis pour la tâche. Ramsès exige que le projet soit réalisé le plus rapidement possible, ignorant les problèmes que cette rapidité peut entraîner. Pendant ce temps, Moïse joue avec son fils Gershom et ils discutent de la légende de la montagne de Dieu. Moïse n'a jamais cru à de telles superstitions, ce qui déconcerte l'enfant car le reste de la famille est très dévoué à leur Dieu. Plus tard, Gershom raconte à Zipporah les affirmations de son père, ce qui la pousse à confronter Moïse pour discuter de l'éducation de leur enfant pendant qu'il est dehors avec son troupeau. Il pleut assez fort, mais Moïse suit toujours les moutons même lorsque l'eau et la boue rendent l'ascension difficile. Les moutons montent sur la montagne interdite et alors que Moïse les rattrape, un glissement de terrain se produit soudainement. La combinaison de boue et de rochers qui tombent pousse Moïse au sol et il perd bientôt connaissance. Des heures plus tard, Moïse se réveille et se retrouve enseveli dans la boue. Soudain, il entend quelqu'un appeler son nom et remarque une mystérieuse flamme bleue brûlant à quelques mètres de lui. Ensuite, un enfant nommé Malak apparaît et tandis qu'il fait un petit tas de pierres, il rappelle à Moïse qu'il est un général. Il lui demande de redevenir un leader et de s'occuper de son peuple, qui rencontre des difficultés. Après la disparition du garçon, Moïse est englouti par la terre. Plus tard, Moïse se réveille chez lui après avoir été secouru par Zipporah, qui s'occupe de ses blessures et de sa jambe cassée. Moïse lui raconte ce qu'il a vu sur la montagne, croyant que c'est un message de Dieu. Zipporah ne le croit pas et dit que c'est un effet délirant de son accident, alors Moïse n'a d'autre choix que de lui raconter toute la vérité sur son passé. Zipporah pense toujours que c'est la douleur qui parle et lui dit de se reposer. Lorsque Moïse récupère et essaie de passer du temps avec Gershom, il le trouve en train de faire le même tas de pierres qu'il a vu sur la montagne, et soudain, l'enfant prend le visage de Malak. Voyant que son destin ne le laissera jamais tranquille, Moïse finit par accepter le fait qu'il doit retourner à Memphis. Après avoir préparé son cheval et son épée, Moïse demande la permission de Gershom et de Zipporah, mais tous les deux se mettent en colère contre lui pour sa décision, se sentant abandonné. Dès que Moïse arrive à Pithom, il voit des esclaves brûlés jour et nuit. Il cherche la maison de prière et trouve Nain, Josué et un groupe de personnes qui semblent être ses parents, y compris son frère. Pendant ce temps, Ramsès se réveille au milieu de la nuit, agité. Il vérifie sa femme et son fils avant de se rendre auprès du cheval, où Moïse l'embusque et lui demande de libérer les esclaves, sinon il y aura des conséquences, affirmant qu'il a été envoyé par Dieu, puis il part. Le lendemain, Ramsès annonce que Moïse a perdu la raison et ordonne à ses hommes de le tuer, ainsi que sa famille. Moïse avait dit qu'il n'était pas là pour le trône, mais Ramsès se sent toujours menacé par la prophétie. Une armée entière de soldats égyptiens attaque Pithom pour retrouver Moïse, mais tout le monde le protège et ne révèle pas aux soldats où se trouve Moïse. Pendant ce temps,
Moïse et sa famille se cachent sous terre pour rester en sécurité. Frustré par le manque de progrès, Ramsès décide de tuer des familles hébreux au hasard jusqu'à ce que Moïse se montre. Ce geste convainc enfin les esclaves de rejoindre l'armée qui combattra Ramsès et ses soldats. Chaque jour, les esclaves travaillent dur pour fabriquer des armes et se préparer à combattre, mais ils doivent aussi voir de plus en plus de familles se faire tuer. Moïse entraîne tout le monde au combat, au tir à l'arc, à l'équitation et aux stratégies de bataille pour qu'ils soient prêts à affronter tout ce que Ramsès peut leur lancer. Leur première action sera d'éliminer les ressources égyptiennes, ce qu'ils parviennent à faire en répandant de l'huile autour de la région pour provoquer un incendie. Pendant que la ville brûle, les Hébreux en profitent pour attaquer les Égyptiens et brûler leurs bateaux. Malheureusement, Ramsès riposte en envoyant ses soldats brûler les maisons des esclaves. Plus tard, Moïse parle à Malak pour discuter de leur prochaine action. Malak pense que les choses avancent trop lentement, alors il dit à Moïse de se reposer pendant qu'il prendra des mesures sous la forme de 10 plaies. Bientôt, la nature se retourne contre l'Égypte, les crocodiles attaquent les bateaux égyptiens, et le Nil devient complètement rouge de sang, ce qui tue tous les poissons et les plantes. La deuxième plaie consiste en une invasion de grenouilles qui s'emparent soudainement de la ville, en particulier du palais royal. La troisième est une invasion de poux et de moucherons qui apportent une mauvaise odeur et salissent tout, sans oublier leur attaque sur la nourriture. La quatrième plaie remplit la ville de mouches qui apportent des maladies de peau aux citoyens et commence même à affecter Ramsès lui-même, elle tue aussi les récoltes. Les Hébreux envoient un message à Ramsès, disant qu'il doit les libérer sinon les plaies s'aggraveront. Cependant, cela ne fait qu'irriter Ramsès et il fait travailler les esclaves encore plus. Moïse essaie de parler à Dieu, se demandant qui exactement est puni étant donné que les esclaves souffrent aussi. La plaie suivante est une épidémie de bétail, qui commence à tuer de gros animaux comme les vaches qui fournissent du lait et les chevaux royaux. La faim devient un problème extrêmement grave, mais Ramsès continue de tuer des Hébreux comme punition. Une autre plaie est l'apparition de furoncles sur la peau de tous. La septième plaie est un orage de grêle qui apporte même un ouragan près de la région. Moïse se sent frustré par Dieu et ses choix, mais Malak est loin d'être parti. La huitième plaie envoie une multitude de sauterelles qui recouvrent toute la ville et détruisent les cultures restantes. Les conseillers de Ramsès l'avertissent que les gens ont faim, mais Ramsès refuse de partager ses propres provisions. Les citoyens essaient d'entrer dans le château pour voler de la nourriture, mais Ramsès envoie ses soldats pour les tuer lors d'un horrible massacre. Les assistants royaux de Ramsès commencent à se retourner contre lui et à quitter le château. Ensuite, un éclair frappe la ville et la plonge dans l'obscurité, c'est la neuvième plaie. Désespéré, Ramsès va prier ses propres dieux et défie la divinité de Moïse, menaçant de tuer tous les enfants hébreux. Pendant ce temps, Moïse rencontre Malak et lui demande d'arrêter car les Hébreux souffrent aussi. Malak refuse car les rois qui se prennent pour des dieux méritent d'être punis. Puis Malak raconte à Moïse la menace de Ramsès et partage son idée pour la 10e plaie, que Moïse déteste absolument. Alors que la plaie des ténèbres disparaît enfin, Moïse se rend au palais de Ramsès pour l'informer que s'il ne libère pas les esclaves avant le coucher du soleil, quelque chose de terrible arrivera à son enfant. Ensuite, Moïse va voir ses alliés et leur ordonne de tuer un agneau pour marquer leur porte avec son sang, ce qui les protégera de la 10e plaie. Les Hébreux font ce que Moïse dit et se couchent en paix, mais Ramsès est nerveux et reste près de son fils toute la nuit. À minuit, une obscurité mystérieuse recouvre la ville, et un par un, chaque enfant égyptien perd lentement son souffle une fois qu'il traverse leur corps. Ramsès vérifie son fils et est dévasté de le voir mort lui aussi. Le lendemain, Ramsès et ses soldats se rendent auprès de Moïse pour montrer son bébé mort et appeler le Dieu de Moïse un meurtrier d'enfants. Cependant, Moïse lui apprend qu'aucun enfant hébreu n'est mort, prouvant qu'il est du côté du bon Dieu. Un Ramsès furieux refuse d'accepter cela et chasse tous les Hébreux d'Égypte. Alors que la communauté hébraïque laisse enfin derrière elle les jours d'esclavage, Ramsès et sa femme font leurs adieux à leur fils. Son chagrin le pousse à décider de suivre les Hébreux et de les tuer tous pour se venger. Pendant ce temps, Moïse guide les Hébreux à travers le désert en direction de la mer Rouge. Les gens sont fatigués, mais Moïse les pousse à marcher car ils ne seront pas en sécurité tant qu'ils n'auront pas traversé la mer. Lorsqu'ils apprennent que Ramsès et ses hommes les poursuivent, Moïse choisit de passer par les hautes terres pour empêcher les chars de les suivre rapidement. Plus tard, il trouve une fourche sur la route, et Moïse demande l'aide de Malak, mais Malak ne répond jamais à ses prières. Déçu, Moïse choisit ce qu'il estime être juste. Finalement, les Hébreux atteignent la mer Rouge en face d'elle au lieu de faire le tour, et Moïse refuse d'accepter qu'il a eu tort, alors il dit à son peuple que c'est juste une pause pour se reposer. Cependant, quand il est seul, Moïse dit à Dieu qu'il a échoué tout le monde et jette son épée dans la mer. Quelques minutes plus tard, une lumière tombante entre dans l'eau. Le lendemain matin, les Hébreux trouvent beaucoup d'oiseaux qui volent au-dessus d'eux et l'épée flottant à la surface. Lorsque Moïse la prend, les eaux se comportent étrangement, et Moïse réalise que c'est le bon moment pour traverser. Les gens ont peur, mais Moïse les convainc de croire avec un discours sincère. Alors que les eaux se déplacent pour permettre aux Hébreux de passer, Ramsès ordonne à ses chars de se dépêcher, ce qui les fait aller trop vite sur les montagnes et beaucoup d'entre eux tombent en chemin. Un glissement de terrain tue également de nombreux soldats,
Alors Ramsès permet à la moitié de son armée de rebrousser chemin. Les Hébreux finissent de traverser la mer, donc lorsque Ramsès et ses hommes arrivent, les eaux reprennent leur place d'origine. Les hommes de Ramsès s'enfuient, mais beaucoup d'entre eux sont quand même noyés par les vagues. Seul Ramsès reste, et Moïse revient pour le confronter, mais avant qu'ils ne se heurtent avec leurs épées, la mer les emporte tous les deux ainsi que le reste des soldats égyptiens. Quelques instants plus tard, Moïse et Ramsès apparaissent sur des rives opposées. Tandis que Moïse parle à son peuple, Ramsès trouve son armée entière morte et réalise qu'il n'est plus si puissant. Quelques jours plus tard, Moïse guide les Hébreux vers sa maison et il retrouve Gershom et Zipporah, qui l'accueillent chaleureusement. Alors que les Hébreux s'installent, Moïse se rend au mont Sinaï et rencontre Malak, qui lui transmet les 10 commandements qui serviront de loi à son peuple. Si cette vidéo vous a plu, vous aimerez également ces autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour nous soutenir. À plus, dans le bus.